Pues hola de nuevo, pues vamos a Bien, proseguir con nuestra bonjour. Nous allons última poursuivre avec notre dernière conferencia de esta conférence mañana de cette matinée que, como decía, qui, comme resuena était perfectamente con évoqué lo que hemos auparavant, escuchado est tout à fait en ligne avec justo ce que antes y nous que para venons nosotros d'écouter et también qui pour nous aussi, desde este proyecto depuis ce pues era projet-ci, importante était très traer important el d'amener pensamiento aussi de la José María pensée Esquirol, de que Josep me alegro Maria muchísimo haber Esquirol, aceptado esta à invitación, qui je remercie que beaucoup como d'avoir decía accepté en cette la invitation, inauguración en la car comme gala, je ¿no? le disais Para lors nosotros este proyecto de también busca l'inauguration, ce projet construir recherche ese aussi espacio construire de lo cet íntimo espace de ce qui y est sin duda intime su et sans pensamiento, la doute sa divulgación de su pensée, pensamiento la manière ahonda en d'exprimer esa cette búsqueda pensée, eh bien, de lo íntimo. Su último précisément libro, Humano pénètre más que dans ce humano, se dernier acerca a livre esa humain, antropología plus también de que la herida, humain, esa nous herida de amène la à que cette hemos hablado anthropologie de la ayer blessure qui por est la noche. évoquée Así que os hier dejo soir con él y aussi. con esta Donc je vous laisse conferencia, avec lui ya et que sa he preferido conférence titular la qu'il a vibración de souhaité las palabras. l'intituler La vibration de la parole. Bé, molt bon dia a tothom. Bien, bonjour à vous tous. Gràcies per la invitació. Merci beaucoup de m'avoir invité a la Sandra i a totes les persones et me permettre de participer à ces trobades. Merci Sandra et toutes les personnes qui ont rendu possible ces journées ici. Pour des raisons de logistique, en castellà. je vais parler en castillan. Hemos sido convocados Nous avons été convoqués pour parler du dialogue a la vez et pour en même temps réaliser un éloge de ce dialogue. ambas cosas Les deux son choses evidentemente sont oportunas évidemment pertinentes et extrêmement nécessaires. Voy a tomar como punto de partida Je vais de prendre mi comme reflexión point de départ y también como punto de dans ma llegada réflexion et aussi comme point d'arrivée encuentro quelque chose que j'ai trouvé dans une conférence qu'Albert Camus pronunció en el avait año 48. réalisée en 1948 sous le titre « Le non-croyant et les chrétiens ». En esa conferencia Dans cette conférence, algo que es on a equivalente pu a lire et écouter quelque chose qui est équivalent à ce titre des journées. Le monde a besoin verdadero du véritable dialogue. Et cette expression m'intéresse énormément. que es un diálogo Qu'est-ce que c'est qu'un dialogue véritable ou authentique? Et aussi, on disait, le programme pour demain, c'est la communauté de dialogue, je répète, communauté de dialogue ou la peine à mort, solennne et significative des témoins du dialogue. Je me demande donc où trouver un exemple en majuscule de dialogue véritable, un exemple qui nous permette de discerner véritablement. Et j'ai cru le trouver dans le noyau propre de la production littéraire de Camus. Mais avant même de l'indiquer, je vais un peu préparer le terrain avec certaines considérations sur la parole qui est directement associée avec la proposition philosophique que j'essaye de déployer ces dernières années. La référence au terme dialogue est sans doute très vaste et d'une certaine manière très évidente aussi, mais aussi d'une autre manière, aussi quelque chose qui n'est nullement évident. On parle du dialogue comme quelque chose de très évident, mais selon comment et si on fait attention, certains éléments nous échappent et à savoir interpréter véritablement ce que cela veut dire. Donc, la question telle que qu'est-ce que c'est qu'un dialogue véritable ou un véritable dialogue et dans quelle
de quelle manière les personnes doivent-elles être pour atteindre ce véritable dialogue, je crois, sont là et ici des questions très pertinentes. Avec le titre de cette exposition, la vibration de la parole, je voudrais me référer précisément à un critère. Un critère, ça veut dire quelque chose qui permet de discerner. Donc un critère qui permettrait de discerner certaines formules plus authentiques de dialogue, d'autres qui ne le sont peut-être qu'ils ne le sont pas, même si elles se ressemblent, ou qu'elles le sont en très petite partie. Je vais faire une distinction entre différentes situations et dimensions, tout en sachant que ces dimensions se chevauchent. Dans le monde, dans notre monde humain, les choses ne sont pas pures. Il y a toujours des mélanges qui ont lieu. Et même s'il y a des mélanges possibles, parfois la nuance se déplace d'un côté ou dans une direction ou dans l'autre. C'est pourquoi je parlerai de nuances différentes ou d'accents différents. Je vais faire une énumération rapide, puis après, je vais rentrer davantage dans le texte. En premier lieu, on peut utiliser le langage d'une manière uniquement stratégique ou instrumentale pour chercher un résultat extérieur au moment communicatif. Par exemple, quand une personne souhaite vendre quelque chose à quelqu'un, le discours dans ce type de circonstances a un caractère donc tout à fait stratégique. Il va dire toute une série de personnes pour que l'autre personne achète ce produit. Ou alors, comme un homme politique souhaite qu'on le vote dans des élections, aussi ce discours est ainsi politique et donc stratégique. Ce qu'il recherche, évidemment, c'est le vote et a ses caractères. Cela n'est pas d'emblée mauvais. Agir de manière stratégique, ce n'est pas négatif en soi. Seulement, effectivement, il faut le savoir et le dialogue, en tout cas, ce n'est pas ça. Ensuite, avec un déplacement de cette nuance, nous avons, disons, pas des monologues. Après, je vais vous dire le pourquoi il n'y a pas une contreposition entre dialogue et monologue. Parfois, ce que nous observons, par contre, ce sont des discours bien élevés, c'est-à-dire que chacun, à son tour, réalise son discours, mais ne répond pas ou nullement au discours de l'autre. Cela a aussi lieu dans le monde politique, malheureusement, et très souvent, et aussi dans certaines réunions informelles médiatiques, ou quand elles sont bien élevées, comme on dit, parce que parfois on n'attend même pas son tour. Mais si on attend ce tour, alors parfois ce sont tout simplement des dialogues ou des discours unidirectionnels. Et chacun attend son tour pour dire ce qu'il a à dire, sans plus. Cependant, ceci est aussi une situation de discours où le langage est le protagoniste. Ensuite, nous aurions, avec un autre déplacement de cet accent ou de cette nuance, une situation que l'on pourrait appeler de dialogue, dialogique, où il est pertinent et approprié de parler véritablement de dialogue. Et c'est quand les personnes qui arrivent dans cette situation, ce qu'ils recherchent, en premier lieu, c'est de se faire comprendre. Se faire comprendre est quelque chose de très joli. Se faire comprendre, cela ne veut pas dire la même chose ou être d'accord. Se faire comprendre, c'est quelque chose de préalable à l'accord. C'est véritablement connecter avec l'autre personne. Être dans une situation où l'un essaye de traiter les autres comme des égaux. C'est-à-dire, on n'est plus en train de traiter l'autre comme un rival politique ou un éventuel client pour acheter son produit. Non, l'un essaye
de traiter l'autre comme un sujet à part entière et valable pour pouvoir s'exprimer. On reconnaît donc dans l'autre des égaux ou un égal. Certains contemporains l'ont converti ou l'ont transformé dans quelque chose qui est leur noyau de discussion ou de dialogue, car ce qu'ils ont observé, que dans ces situations dialogiques, l'éthique ou les principes ou les valeurs ne doivent pas s'ajouter, sinon que les valeurs font déjà partie essentielle de l'acte en soi. Cette attitude de reconnaître l'autre comme un égal et essayer de se comprendre, ce qui est le plus intéressant du point de vue éthique et moral, a déjà lieu. Il ne faut rien ajouter. Et c'est ce qui a été considéré l'essence de la démocratie, disons. L'essence de la démocratie veut dire que tous nous nous reconnaissons comme des interlocuteurs aussi valables pour parler sur ce qui nous touche à tous, qui sont par exemple les lois et les institutions communes. Voilà, ça, ce serait l'essence de la démocratie. Dans le meilleur des cas, je dis bien, serait effectivement le résultat d'une situation dialogique de cette nature. Bien. Ensuite, et après, on change quelque peu la nuance des situations de dialogue où il est très important, je dis bien très important, d'écouter. Je ne dis pas que ce que je viens de mentionner, le fait de se comprendre, ce n'est pas important d'écouter, mais on peut aller un peu plus loin. Et dans cette situation-là, où il est aussi important d'écouter, je crois qu'apparaît quelque chose de spécial, qui tient compte précisément par ce que l'on pourrait appeler un exemple presque insurmontable d'un authentique dialogue. Et après, je reviendrai là-dessus. Et finalement, il y aurait encore une possibilité de pouvoir nuancer davantage cette question et que je vais appeler un peu de manière énigmatique le moment de la conspiration ou la situation de la conspiration. Ça semble étrange, mais je vais l'expliquer après. Bon, je reviens à faire cette énumération et je reviens sur certains points. Dans le premier point, donc là je ne m'arrête plus. Le premier point était donc le langage utilisé stratégiquement. Ceci est positif. Pourquoi? Parce qu'en principe, vaut mieux parler que de lutter ou de se bagarrer. Vaut mieux utiliser les paroles pour convaincre quelqu'un qu'il vous vote à utiliser une arme. Mais effectivement, il faut souligner cependant que quand les gens disent « il faut dialoguer », oui, bien sûr, dialoguer, ça veut dire aussi laisser la violence derrière nous et donc remplacer cette violence par les paroles. Mais ceci dit, il faut avoir à l'esprit aussi le fait qu'avec le langage, on peut faire de la violence et on peut utiliser un langage violemment quand je suis convaincu, en tout cas de cela, que quand le langage est utilisé violemment, ce n'est plus du langage, bien que l'apparence se trouve là. Avec donc le langage, on peut faire très mal, et pas pour des raisons stratégiques. Je peux faire du mal avec une arme à la main, mais je peux aussi le faire avec les paroles. Dans les deux cas, parole ou arme de feu est l'instrument qu'on utilise. Donc, il faut être attentif, et même si on peut célébrer que les paroles, que le langage laisse derrière soit la violence, il faut quand même être attentif pour dénoncer aussi les situations dans lesquelles il y a de la violence précisément à travers les paroles. Et ces paroles ne sont plus des paroles, elles deviennent des armes. Mais je disais, la situation de communication qui commence à devenir véritablement plus pertinente en parlant de dialogue, c'est cette idée
de se comprendre. Entendre ces situations dans lesquelles traite les autres comme des égaux, c'est-à-dire elle combine ce que c'est que la symétrie, c'est-à-dire j'observe que l'autre est égal à moi. C'est également un sujet qui parle de même que moi-même, avec les mêmes besoins, les mêmes droits. Donc il y a une symétrie, on présuppose du moins la symétrie, on présuppose aussi que l'autre a des choses intéressantes à dire, de même que moi-même j'ai cette possibilité, on présuppose également que l'autre est digne d'être respecté, la même chose que moi, donc toujours cette idée d'égalité et de symétrie qui font partie de cette situation que je suis en train d'évoquer. Pourquoi je dis cela, Pierre? Eh bien, parce que si cela est perçu clairement, il faut quand même être attentif de ces facteurs qui viennent à casser cet équilibre. Par exemple, dans une réunion, il y a quelqu'un qui a un pouvoir. Imaginez un pouvoir, par exemple, au niveau du travail. Je ne sais pas, parce qu'il est le directeur de l'entreprise ou un chef de département. Dans ces cas-là, ce n'est pas très clair qu'il y ait une symétrie véritable. Pourquoi? Parce que des éléments intrinsèques à cette situation peuvent hypothéquer cette symétrie et cette égalité. Parfois, donc, ce ne sont pas des gens de ce type, mais aussi même de nature beaucoup plus grave. Quand il y a des personnes qui souhaitent rendre esclaves d'autres personnes, qui exploitent d'autres personnes, là, il n'y a pas une symétrie, il n'y a pas d'égalité. Et donc, il est très difficile, pour ne pas dire impossible, qu'on lieu des situations de dialogue dans le sens de se comprendre, parce qu'il n'y a pas de démocratie. Mais disons, je ne veux pas utiliser le terme démocratique parce que c'est un terme trop vaste. Je préfère parler sur des questions plus concrètes parce qu'elles donnent une force à certaines paroles plus abstraites que peut-être le mot démocratie. Bien. Si on déplace l'accent ou encore la nuance, vers où on se déplace? Eh bien, nous allons vers un aspect de la situation du dialogue qui nous permet d'entrevoir, et c'est quelque peu paradoxal, ce n'est pas contradictoire avec ce que je viens de dire, mais cela pourrait sembler être. Si nous déplaçons l'accent, comme je disais, nous pouvons parvenir à une situation dialogique où on se rend compte que le centre de gravité se déplace vers la parole de l'autre, de manière que l'exigence de cette situation, basiquement, est celle d'écouter. D'écouter, c'est très difficile. C'est beaucoup plus difficile de ce que cela semble, parce que cela veut dire et signifie une ouverture et une réception véritable. C'est-à-dire, quelque chose peut vous toucher. Et ce qui peut vous toucher et arriver, c'est ce qui va déterminer ce que vous allez répondre. Donc ici, ce n'est plus que vous avez quelque chose à dire concrètement, vous attendez votre tour. Non, non, non. Ici, véritablement, a lieu ce qu'on pourrait appeler un événement. Quelque chose a lieu. Enfin, toujours, il y a quelque chose qui se passe, mais je veux dire, ici, concrètement, véritablement, il y a quelque chose qui se passe, et quand cela a lieu, c'est quand véritablement quelqu'un entre dans une situation dialogique où il est capable d'écouter l'autre et par conséquent répondre en fonction des paroles qu'il a pu écouter et qu'il a été capable d'écouter. C'est-à-dire que dans ce dialogue, presque tout est imprévisible. Pourquoi? Parce que je ne sais même pas ce que moi-même je vais dire, parce que ce que je vais dire va dépendre de ce que je serai capable d'écouter. C'est là où nous percevons cette nouveauté, cette situation de quelque chose qui est imprévisible. C'est, à mon avis, ce que
ce qui est nécessaire pour parvenir à ce véritable dialogue, authentique dialogue. Évidemment, il y a beaucoup de bibliographies et des auteurs contemporains qui ont vu très bien ces aspects-là. Je cite par exemple un auteur qui s'appelait Gadamer et qui dit des choses telles que celle-ci. Dans la véritable conversation, quelque chose a lieu. Je ne sais pas d'emblée ce que l'autre va me dire parce que moi-même, je ne sais pas d'emblée ce que moi-même je vais dire. Ou encore, dans une autre situation, il indique un dialogue, c'est quelque chose dans lequel l'un rentre, on pénètre dans le dialogue, c'est-à-dire cette idée de rentrer dans la situation humaine et de diversité topologique. Tout n'est pas la même chose. Les espaces sont très importants, mais les espaces sont créés, évidemment, par les circonstances matérielles, les dimensions, etc., mais en même temps aussi par l'attitude personnelle. Chacun d'entre nous crée un espace, un type d'espace, et ce qui est créé marque une différence. Et il est pertinent alors de dire que quelqu'un rentre dans un lieu, car les lieux sont différents, parce que les espaces sont différents. Enfin, Gadamer, ce qu'il vient à dire, c'est qu'un dialogue, c'est quelque chose dont on rentre, on s'implique, on s'engage, et quelque chose dont on ne connaît pas ce qui en résultera, et quelque chose qui n'est pas non plus interrompu sans violence, parce qu'il y a toujours quelque chose à dire. Et il ajoute, voilà le critère d'un véritable dialogue. C'est-à-dire, il reste toujours quelque chose à dire, parce que finalement, comme le plus important est dit en infinitif, c'est cette situation dialogique, ce n'est pas quelque chose d'externe, j'ai tout dit, non, c'est impossible. Il ne s'agit pas de dire que tu as tout dit, mais tout simplement que toi, tu peux écouter et continuer à écouter. Et donc, le dialogue, d'une certaine manière, est infini. Le bon et le véritable dialogue est infini, tel qu'une amitié. Une amitié aussi, c'est un véritable dialogue. Et il est infini. Il ne se termine jamais. Comment pourrait-il terminer? Et comme il dit Hammer, seule la violence pourrait interrompre ce dialogue. Seule la violence peut interrompre la parole. C'est pourquoi la violence est toujours silencieuse ou muette, même si elle peut être accompagnée par des simulacres de parole. Derrière, cependant, de cette situation dialogique que je suis en train de mentionner, il y a peut-être quelque chose qui vaut la peine de découvrir ou de révéler, comme on disait hier, quelque chose qu'on peut mettre à découvert. Quand très souvent, nous-mêmes, nous pensons sur nous-mêmes, donc l'être humain, comment nous le faisons? De quelle manière on s'est habitué à définir notre présence? Comment on se définit nous-mêmes? Eh bien, on s'est habitué à se définir en termes de pouvoir. Et je dis dans le terme pouvoir en termes très vastes, pas seulement le pouvoir politique, car souvent on peut voir ou on peut écouter des choses telles que qui est l'être humain? Celui qui a la capacité ou le pouvoir technique. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire pouvoir technique? Eh bien, le pouvoir, la capacité de transformer radicalement le monde, de créer un monde sur le monde. Pouvoir technique. Et c'est incroyable. Mais on fait également référence, et cela nous touche davantage, le fait que l'être humain est l'animal, on le disaient les classiques, l'animal doté de parole, c'est-à-dire l'animal doté du pouvoir de la parole, du logos. Donc, je me demande, est-ce que cette description est correcte en termes de pouvoir? Je crois qu'elle n'est pas mal. Elle répond à quelque chose d'évident. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez nier. Vous ne pouvez pas nier l'incroyable pouvoir technique. Comment pouvez-vous nier l'incroyable
pouvoir de la parole, c'est innégable. Cependant, on pourrait se demander, n'y a-t-il pas quelque chose de plus profond que ce pouvoir? C'est-à-dire que cette capacité, y a-t-il ou non quelque chose de plus profond? Je vais vous mettre un exemple que je vais ensuite essayer de montrer, parce que cette situation se déplace depuis une apparente position de pouvoir à quelque chose de différent. Je vais me référer ici à l'acte de promettre, qui est un acte très fort. Pouvoir promettre. Les êtres humains, nous sommes les seuls qui promettons. Nous promettons des choses. Nous donnons notre parole. On engage notre parole. Et quand je vais parler de promesse, je ne le fais pas uniquement dans le sens de la promesse explicite. Il ne faut pas dire que je te promets que pour promettre en réalité. La promesse en soi veut dire déjà un engagement. Quand quelqu'un dit à une autre personne que vous pouvez compter avec lui, que tu peux compter avec moi. Et très souvent, il ne faut même pas le dire, car le geste, la présence est déjà éloquente. Et tu sais que tu peux compter sur cette personne. Eh bien, quand vous savez que vous pouvez compter avec cette personne, c'est que cette personne est en train de vous promettre. Ça, c'est la promesse. Cela, évidemment, selon l'analyse, c'est incroyable, c'est admirable, c'est merveilleux. Pouvoir promettre tellement qu'un auteur, parmi les plus subtils qui a existé, Nietzsche, dans l'un de ses livres, dit ceci, et je cite, « Alimenter un animal qui puisse faire des promesses, ce n'est pas exactement la tâche paradoxale que la nature s'est proposée de faire avec l'homme. » Nietzsche, donc, dans son livre « La généalogie de la morale », indique la capacité de promesse, la capacité de promettre comme quelque chose de plus essentiel de nous-mêmes, ce qui est au-dessus de tout. Et il donne une définition incroyable. Il dit de la promesse, Nietzsche, je dis bien, il s'agit d'un actif, je dis bien un actif, non vouloir revenir à se libérer, c'est-à-dire suivre et continuer à souhaiter quelque chose qui est véritablement désiré, c'est-à-dire une véritable mémoire de la volonté. Observez cela, la promesse, c'est une mémoire de la volonté. La volonté, c'est ce que je souhaite, par exemple maintenant. Et me voilà que ce que je souhaite maintenant peut avoir une mémoire. Et la mémoire de ce que je souhaite maintenant, c'est la promesse. C'est génial, franchement. Et pourquoi c'est génial? C'est génial parce que... Et la question serait pourquoi, et pourquoi Nietzsche lui attribue autant d'importance? Eh bien, il aime beaucoup parce qu'il souhaite souligner précisément dans notre pouvoir, dans la capacité humaine à pouvoir le dominer tout, à pouvoir couvrir tout. Et la promesse est un pouvoir qui couvre précisément ce qui est le plus difficile à couvrir, c'est-à-dire c'est un pouvoir sur ce qui nous échappe davantage. Et qu'est-ce qui nous échappe véritablement à l'être humain? L'avenir, sans doute, n'est-ce pas? Le demain. Le demain est quelque chose de tout à fait imprévisible et par conséquent impossible à contrôler. Voilà la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui font des prévisions précisément en raison de non-prévisibilité des choses. C'est pour ça qu'ils font des prévisions. Alors, ce qui est si imprévisible, la vie en soi, bien, personne, disaient les classiques, la mort est véritable, mais l'heure incertaine. Donc cette incertitude de l'heure est une façon d'évoquer cette totale opacité de l'avenir, car personne ne sait ce qui va se passer, ni même s'il y aura un avenir. Et voilà ce que dit et voit Nietzsche, que l'être humain est capable,
malgré ce caractère imprévisible, il est capable de dire, quelle que soit la circonstance, je serai là. Et l'un dit à l'autre, quelles que soient les circonstances, j'y serai. Ça, eh bien, peut-il y avoir une manifestation plus importante de pouvoir que celle-ci? Impossible. C'est la raison pour laquelle Nietzsche lui attribue toute son importance à cette attitude. Évidemment, ensuite, chacun d'entre nous peut trahir, mais qu'il y ait une trahison, eh bien, vient à certifier finalement ce qui est authentique de la promesse. Le véritable, c'est la promesse. Après, il se peut qu'on ne soit pas à la hauteur de la promesse. Et il trahit l'autre personne. Mais cela n'est pas une objection, effectivement. Un auteur qui a suivi justement les pas de Nietzsche, Hannah Arendt, sur ce point-là, et uniquement presque sur ce seul point. Et elle s'est rendue compte de la force que pouvait avoir cette idée. Et Arendt, elle ajoute ceci. Il a raison, Nietzsche, la promesse est notre pouvoir pour faire face à ce qui est imprévisible de l'avenir. Mais il y a quelque chose de semblable, qui est le pardon. Quelque chose de semblable, le pardon, elle dit semblable, de pouvoir faire face au caractère irréversible du passé. Donc, la capacité imprévisible de l'avenir ne peut être surmontée. C'est pourquoi la promesse a un sens. On ne peut pas surmonter le caractère imprévisible de l'avenir, mais on peut faire face à ce caractère imprévisible. Car évidemment, le passé, il n'est que passé, et c'est irréversible le passé. Il n'y a pas moyen de que cela soit autrement. Ça, c'est vrai. Ça fait partie de notre condition. Ce n'est plus possible de revenir en arrière, d'aucune manière. Et là, disait Arendt, le pouvoir du pardon, parce que le pardon est que malgré les circonstances, malgré ceci ou cela qu'on ne va jamais oublier, cependant, c'est incroyable, on peut recommencer d'une certaine manière. L'être humain est celui qui est capable de créer. Parce que créer, c'est quoi finalement? Créer, ça veut dire, c'est quelque chose qui n'a pas seulement à voir avec la création artistique. Création, c'est initier aussi. C'est commencer quelque chose. Et la promesse commence quelque chose. Et le pardon aussi, c'est un nouveau départ. Le pardon, c'est que malgré que, on va commencer autrement. À nouveau. Donc, le passé n'est que passé, impossible d'effacer. Cependant, le pardon a une force incroyable. Parfois, il est même impossible. En réalité, on disait de manière un peu paradoxale que seul on peut pardonner ce qui est impardonnable. Parce que on ne parle plus quelque chose de facile, mais bien de quelque chose qui est manifestement et la représentation du pouvoir majuscule, la promesse, le pardon. Bien. Vers où nous amène cette réflexion? D'une certaine manière, à son interprétation de Nietzsche. Il nous amène à un point où je voudrais marquer une différence avec l'interprétation de cet auteur. C'est, disons, un dialogue, parce que moi j'ai essayé d'écouter beaucoup Nietzsche. Ça fait des années que j'essaye de l'écouter, d'écouter ses paroles. Et j'essaye aussi de répondre. Et c'est une petite réponse dans ce cas-là qui est divergente de ce que j'ai écouté. Mais ce que j'ai écouté de lui m'a permis d'élaborer cette petite divergence. Donc Nietzsche parle du pouvoir de la promesse et il le revoit par rapport à l'avenir, par rapport au pouvoir de l'avenir. Mais quelque part, il évoque
très vivement de la personne à laquelle on fait la promesse. Il ne parle pas de la personne à laquelle on fait cette promesse. Il voit un individu qui va promettre. Il se dit, c'est incroyable, c'est ainsi. Mais si on pourrait mettre l'accent, regarder celui auquel on fait cette promesse, qu'est-ce que l'on verrait? On verrait peut-être que la promesse en elle-même, la promesse n'est pas un exercice de pouvoir. Évidemment, c'est un exercice de pouvoir, mais non seulement. Et pourquoi? Parce que on promet parce que quelque part on est touché. Touché veut dire que quelque chose l'a touché, c'est-à-dire il a été touché par quelque chose, il y a quelque chose qui l'a blessé. Et c'est pour cette raison-là qu'il va promettre. Alors, je crois que dans la situation la plus genuine, en fait, la plus vraie, on promet ou quelqu'un promet parce la personne a été touchée. La mère est une promesse pour son enfant. Et pourquoi c'est une promesse pour l'enfant? Parce qu'elle a été touchée. Elle est touchée. Elle est touchée pour toujours. Donc c'est une promesse, car la mère est toujours en train de dire à son enfant, je serai là, je suis là. Et pourquoi elle lui dit ça? C'est quelque chose qui part de l'effet que l'enfant a produit chez sa mère. Et pourquoi je promets quelque chose à mon ami? Parce que mon ami m'a touchée, parce que j'étais émue, parce que je suis émue. Et moi, je réponds à cette émotion, je lui donne une réponse. Alors cela, cette nuance, cette toute petite nuance a son importance, car cette nuance va nous permettre de comprendre l'être humain, pas en termes de pouvoir, mais plus profondément, c'est-à-dire d'une manière plus radicale. Et j'ouvre une parenthèse. Parfois, on prend des alternatives, ceci ou cela. Non, parfois, on n'a pas besoin de choisir. Dire que l'homme est puissant, c'est évident, en fait, je ne peux pas le nier. Mais par contre, je me demande s'il y a quelque chose de plus radical que ce pouvoir. Radical, ça veut dire dans la racine, plus en profondeur. Le pouvoir est profond, oui, bien évidemment. Mais est-ce qu'il y a encore quelque chose de plus profond? Et ce quelque chose de plus profond de l'être humain est en relation ou relié à la possibilité qu'il a d'être touché, d'être donc blessé. On dirait que les mots, ce sont les problèmes en fait qui se reprochent, c'est l'affectabilité, c'est-à-dire c'est la vulnérabilité, la sensibilité, ce sont les mots proches. Quand on parle de quelqu'un de vulnérable, de sensible, on parle de cela. Qu'est-ce que cela veut dire sensible? Quelqu'un qui est sensible, ça veut dire capable de recevoir. Alors il faudrait donc apprendre, on devrait apprendre à parler de sensiblerie, mais de quelqu'un de sensible, mais quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de sensible, mais quelqu'un qui a la peau toute fine, c'est-à-dire quelqu'un qui est touché. Une peau, le cœur, en fait, ce sont les symboles de cette sensibilité. C'est pour cela qu'on parle d'un cœur touché ou d'être touché. Et en fait, pourquoi on est touché? Parce que quelque part, cette commotion, en fait, est tout proche donc de se sentir touché. Il y a quelqu'un qui peut se sentir touché par la vie, touché par la mort. En fait, ce sont des acceptions. Alors moi, je ne fais que répondre. Dit autrement, la situation fondamentale de l'homme n'est pas celle depuis le début du pouvoir, mais depuis le début, la possibilité de pouvoir recevoir. C'est la vulnérabilité. C'est un mot grec qui veut dire blessure.
Donc la possibilité d'être touché. Donc la blessure, ce n'est pas la blessure dont on parle dans les facs de médecine. Ici, blessure, c'est synonyme de toucher. Donc la personne qui est touchée. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe que le mot humain est surtout une réponse. C'est-à-dire, on voit que le mot le plus radical n'est pas le premier mot. Et je ne le dis pas dans un sens chronologique. Non, je me demande quel est pour moi, et dans la situation humaine la plus radicale, qu'est-ce qui se passe. Donc le premier mot, mon mot à moi, ma parole, est toujours, autrement dit, alors je peux dire quelque chose parce que tout d'abord, j'ai entendu quelque chose. Regardez, c'est le mouvement, c'est-à-dire un mot, je perçois un mot, je sens un mot et je crée un mot et j'ai aimé un mot. Et j'ai aimé le mot parce qu'il y a un mot qui m'a été touché. Je peux promettre parce que quelque chose m'est arrivé. Alors, c'est-à-dire qu'il nous arrive des choses. Ce qui nous arrive des choses, c'est ce qui est incroyable. Dans un certain sens, nous ne pouvons pas dire, nous le disons d'une manière métaphorique, mais les lunettes, ces lunettes, elles ne sentent rien. Elles ne sentent rien. En fait, elles peuvent se casser, mais c'est tout. Mais en fait, les lunettes, ce n'est pas un élément, c'est pas un élément passif, un sujet passif. Alors, rien ne peut toucher ces lunettes. Ces lunettes, rien ne peut toucher ces lunettes. Elles ne sont pas sensibles, elles ne sont pas vulnérables, elles ne sont pas ouvertes. Et nous, oui, nous sommes ouverts. Et cette ouverture, ce n'est pas une position, je ne décide pas dans ma tête je vais être ouvert, non, ou dire on va être responsable, les choses ne fonctionnent pas comme ça. La responsabilité n'est pas une position que moi je puisse prendre, mais c'est plutôt la situation dans laquelle je me retrouve. Moi je me trouve passivement dans l'obligation de répondre et il se peut que je ne réponde pas, mais la même chose avec la promesse, je ne sais pas si je me fais comprendre, je me retrouve dans une situation de responsabilité car quelque chose m'a touché, quelque chose m'a interpellé et je dois répondre, je ne peux que répondre. Donc ma responsabilité n'est pas, et mes actes ne répondent pas à une expression de pouvoir, mais plutôt répondent à ma situation ou de passivité ou de responsabilité. Alors je vais vous lire, après avoir écrit sur la promesse, j'ai trouvé un texte que je souhaite partager avec vous tous. C'est un texte de Jorge Luis Borges, qui s'intitule The Unending Youth. Et il nous raconte la chose suivante. Un peintre nous a promis un tableau. Maintenant, en New England, je su qu'il est mort, qu'il est décédé. J'ai senti comme autrefois la tristesse de comprendre que nous sommes comme un songe. J'ai pensé à l'homme et j'ai pensé au tableau perdu. Seul, et donc entre parenthèses, dans cette parenthèse, il nous dit « Seuls les dieux peuvent promettre, car ils sont immortels. » Et il continue. J'ai pensé à un lieu et préétabli que la toile ne va pas occuper. J'ai pensé, si j'étais là, je serais avec le temps une chose de plus, j'insiste, une des banalités ou des habitudes de la maison. Maintenant, c'est la promesse, elle est illimitée, incessante, capable de toute forme, de toute couleur et qui n'est pas reliée à aucun. Cette promesse existe, va vivre, va grandir comme une musique et sera avec moi jusqu'à la fin. Merci, Jorge Larco. Et donc il rajoute la chose suivante. Alors aussi les hommes peuvent promettre, car dans la promesse,
il y a quelque chose d'immortel. Alors ce texte de M. Borges, qui m'a beaucoup interpellée, il est vraiment très beau. C'est vraiment l'éloge à la promesse. Mais je voudrais m'arrêter là. Et il nous dit, qui peuvent promettre, mais ceux qui ne meurent pas, c'est-à-dire les immortels, les dieux. Et il dit, oui, aussi les êtres humains peuvent promettre. Moi, je dirais non. Moi, je crois que c'est surtout l'être humain, plus qu'un Dieu qui peut promettre. Et pourquoi? Parce que personne, il n'y a rien de plus vulnérable que l'être humain. En fait, les dieux n'ont pas cette caractéristique. Oui, les dieux, en fait, ne sentent pas, sentent beaucoup moins, alors que l'être humain est vulnérable. C'est sa faiblesse, c'est sa peau, c'est le cœur. Alors surtout, c'est l'être humain qui peut et qui doit promettre. Bon. Dans la conférence, je conclus. C'est mon dernier point. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais parler du dernier déplacement de l'accent. Et j'ai parlé notamment de l'écoute et notamment de la responsabilité. Mais il me restait donc un dernier déplacement. Lors de la conférence, la conférence citée au début, Camus nous dit jusqu'à quel point il est important d'établir un dialogue entre des personnes comme lui et des chrétiens en vérité. Alors une fois de plus, le dialogue vrai. Et il rajoute, quand un évêque espagnol, on est en 1948, un évêque espagnol bénit les exécutions politiques, il n'est plus évêque, il n'est plus chrétien, il n'est même pas un homme. Alors, c'est là où nous retrouvons l'essence humaine de l'être humain. C'est l'élément clé pour moi en tout cas. Ce que Camus partage avec le chrétien, les vrais chrétiens. Qu'est-ce qu'il partage avec les vrais chrétiens? Ils partagent la même horreur pour le mal. Et je cite, il nous écrit, nous sommes face au mal. Je sais, et certains le savent aussi, ce qu'il faut faire. Pour réduire, en tout cas, si ce n'est pas pour réduire le mal, en tout cas pour ne pas le faire remonter ou pour ne pas le monter. Alors, ceci, en fait, est le résultat d'une pensée, d'un vécu. C'est pareil à l'image, aux paroles de Socrate. Socrate nous disait, ce qui est fondamental et pas faire du mal. Et ici, c'est exactement la même chose. De quoi s'agit-il? Il dit au moins ne pas en monter le mal. Pour moi, ce point est le sujet de fond donc, dans la peste. Le moment le plus révélateur. Hier, on parlait de ce révélateur. Donc, on le retrouve quand le docteur Yeux dit au vieux jésuite Panelou, le docteur dit au jésuite, je ne veux pas discuter, je ne veux pas voir des questions théologiques comme c'est la question de la grâce. Il ne veut pas discuter, il ne veut pas parler des questions comme la grâce. Il ne veut pas. Car ce qui compte est ailleurs. Et je cite, c'est que est le noyau, l'élément principal. Le docteur dit, nous sommes en train de travailler ensemble pour quelque chose qui nous unit au lieu donc des
des mensonges et des prières. C'est un dialogue. Ceci est un dialogue. On ne dirait pas qu'il s'agit d'un dialogue, mais c'est un dialogue. Un dialogue plus vrai que d'autres dialogues, car le dialogue est une complicité. Et le mot logos est le mot logos qui parcourt nos journées avec le même horizon. Dialogue veut dire à travers. C'est vrai que depuis les Grecs parlaient de dialogue comme d'une conversation entre en tout cas deux personnes. Mais le mot dialogue ne parle pas de cette dualité étymologique, veut dire par le biais du mot. Par le biais du mot, c'est quelque chose qui passe à travers le mot. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose se passe. Seulement si quelque chose se passe se passe à travers de la parole, il y a du dialogue. Alors, cette espèce de complexité est une inspiration, car inspirer, c'est avoir un même souhait, un même horizon. Et ces deux personnages, au fond, ont le même horizon. Ces deux personnages, à la fin, donc vers la fin, partagent la même inspiration, ont le même horizon. Donc, ils sont dans la même conspiration. Conspiration est un mot très beau, même si parfois veut dire avoir la même inspiration, c'est partager l'inspiration, conspirer. Ces deux personnages, à la fin, conspirent. Moi, à cette conspiration, je l'ai appelée la conspiration du dessert. Un philosophe tchèque, Jan Patočka, a appelé à cette situation, lui a donné le nom la solidarité des émus. Donc, alors lui aussi croyait qu'il n'y avait pas de dialogue plus profond que le dialogue de la solidarité des émus. Camus nous parle d'un groupe de solitaires, donc infatigables, ceux qui parfois auxquels pourraient se réunir énormément, pourraient revenir ou pourraient rassembler énormément de voix. Donc un ensemble de solitaires infatigables mais qui pourraient attirer des millions de voix. Ceci est notre opportunité, notre moment. Notre seule opportunité comme communauté humaine digne de ce nom. Et je répète, nous travaillons ensemble, dit le texte de Camus, nous sommes en train nous travaillons ensemble pour quelque chose qui nous unit au-delà des mensonges et des prières. Ceci est la seule chose importante. Le dialogue le plus important n'est pas fait de discours, mais plutôt d'une complicité, la lutte contre le mal. Face à l'injustice et surtout avant l'injustice, la souffrance des autres, la seule chose qui compte est d'essayer de réduire ou en tout cas de ne pas l'augmenter tel que nous venions de le dire. Le dialogue le plus authentique est l'action, c'est-à-dire le travail, la communauté de travail, la conspiration qui fait que les choses changent. Le dialogue le plus authentique est celui du mot qui va créer et qui va transformer, qui va changer la forme. Le dialogue le plus authentique est celui du geste. Le geste d'accueil, de soins et de l'action médicale. L'action médicale n'est pas l'action des professionnels, est l'action la plus humaine. Médecin veut dire celui qui soigne. Donc nous sommes tous médecins. Médecin, c'est pas le nom d'une profession, c'est le mot pour un geste. Pour exprimer un geste. Le dialogue le plus authentique est un dialogue médical. Tous ceux qui vivent
Donc, tous ceux qui vivent donc, en profondeur, et uniquement ceux qui vivent en profondeur, soignent et prennent soin. L'écriture de Camus est une écriture médicale. Tous ceux qui soignent font partie de ce chemin, de ce dialogue ancien et très urgent et qui est la conspiration du dessert. Nous travaillons ensemble pour quelque chose qui nous unit au-delà des blasphèmes et des prières. C'est la seule chose importante. Merci beaucoup. Bien, alors continuons à conspirer ensemble. Grand merci, Joseph. Enfin, je crois que les applaudissements recueillent les vibrations de ta parole et notre écoute dans ce dialogue. Merci beaucoup. Bien, il me semble, à moins que vous souhaitiez rentrer, Joseph nous a quittés, mais enfin, si vous souhaitez, nous pouvons encore reprendre. Non, je crois que nous allons nous revoir cet après-midi, permettez-moi, à 16h30 pour certainement continuer à conspirer. Après, je vous dirai ce qu'il en a. Il y en aura de suite. Oui, commençons à sortir de manière ordonnée, je vous en prie. Par quel endroit? Non, excusez-nous. Essayons de le faire dans l'ordre. On ne l'a jamais fait. D'abord ceux qui sont en haut et ensuite progressivement les rangs vont sortir d'une manière ordonnée. Suivez les instructions.